Et, bonjour. Je commencerai par faire quelques observations. La première observation, c'est de dire ceci. J'ai appris du haut de mon âge aujourd'hui que j'ai beaucoup voyagé. Un peuple doit être acteur de son histoire. L'histoire du Congo, le peuple congolais a souvent été acteur. Il faut relire l'histoire. Moi qui me suis passionné au contentieux historique, c'est ce que j'ai compris, l'exemple laquelle tout à l'heure, j'ai fait allusion à mes 20 ans, lorsque j'ai accompagné modestement maître Boudino Masengo et Kondi Afara, à l'époque, sans chercher à savoir d'où il venait, pour libérer le pays de l'époque et avoir la conférence nationale. Deuxième observation. Je tiens à vous remercier, vraiment à vous remercier. Lors de ma petite annonce de 3 minutes, il vient de vous dire tout à l'heure, vous allez constater qu'il y a beaucoup de jeunes qu'on ne voit pas souvent dans ce genre d'activité, qui sont autour de ma modeste personne. Parce que c'est eux qui m'ont dit un jour, mon frère, pourquoi tu n'oses pas? Pourquoi tu ne te mets pas au premier plan? Et je tiens à remercier le fait que aujourd'hui on se retrouve avec des figures politiques, des figures de la société civile, des intellectuels, des individualités, bref, tout ce qui constitue les forces vives d'une nation. Et on n'est pas seulement dans cette salle. Grâce à la révolution numérique, aujourd'hui, on est suivi à Kinkala, à Mandingou, à Dolizy, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Ngo, à Djombala, à Owando, à Wesso, à Ifondo, à Epena, partout dans la République. Ça veut dire que les âmes sont avec nous, le frère venait de dire tout à l'heure. Mon frère Grégoire, c'est à travers les réseaux sociaux que nous nous sommes connus, que nous échangeons. Je le remercie. Troisième observation, je suis dit Magloire Mafimba Motoki, fils de M. Mafimba Gabriel et de Milapé Joséphine. Je suis un pur produit de l'État-providence. Je ne suis pas venu ici, c'est pas parce que mes parents avaient du pognon, passez-moi le terme, pour m'emmener en France. Non. L'État-providence qui m'a mené en France, qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, et j'ai des enfants. Je construis une vie. Je suis redevable de ce pays. Je suis redevable du Congo-Brazzaville. Et le temps est venu pour moi, de rendre l'ascenseur. Parce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ont bénéficié de l'État-providence qui prive aujourd'hui aux Congolais. Voilà une de mes raisons. Raison pour laquelle j'ai toujours dit, la politique pour moi c'est sacerdoce. Je dois arriver, nous devons arriver à cette finalité. Et enfin, une observation. Nous ne sommes pas ici par hasard. Vous savez, nous sommes premier arrondissement. Il y a le Louvre, Place de la Concorde, Opéra, Palais Royal. C'est pas par hasard, je peux vous dire, je peux vous garantir. L'histoire de ce pays ici, c'est ici. Place de la Concorde, ceux qui connaissent l'histoire, ils savent comment ça s'est passé. Le Louvre, ils savent comment les bâtisseurs ont fait de ce pays ce que nous sommes aujourd'hui en train de, plus ou moins, d'en bénéficier. Et nous ne sommes pas par hasard à Paris. C'est pas par hasard que je me décide. Nous décidons avec les amis de 3 ans, 2 ans, ils venaient vous dire Franck Tchana, depuis 3 ans on en parle, que nous avons décidé de lancer cet appel, ce grand appel patriotique, sinon ce manifeste. C'est parce que, souvenez-vous, De Gaulle, la France est occupée, c'est à Brazzaville que De Gaulle a lancé la capitale, a institué Brazzaville, capitale de la France libre. Et quand je suis revenu ici,
après les événements de 2015, je mets de côté les détails. En 2015, quand je suis revenu ici, la première manifestation, je crois que beaucoup se souviennent, j'ai dit Paris sera la capitale du Congo-Brazzaville libre. Il y a 10 ans de ça. Je pense que le temps est venu. Et comme les conditions, pour moi, subjectives et objectives sont réunies, pour que ceux qui ont l'effectivité du pouvoir comprennent que le Congo est un patrimoine commun. Le Congo nous appartient à tous. Il n'y a pas que 5000 habitants, il y en a 2. Où on reste, on se met ensemble, on discute pour trouver ce qu'on appelle un compromis politique, historique, pour sortir par le haut. Ou bien entendu, le peuple congolais, je vous disais tout à l'heure, va écrire une nouvelle page de l'histoire de son pays. Que Dieu m'entende. Nous sommes tous les fils de la promesse. Parce que la nation congolaise, c'est une nation de promesse. Mes chers compatriotes, il y a 64 ans, en République du Congo, une passion, une énergie, un désir de changement animait l'ensemble de notre peuple. 64 ans. Ce changement à l'époque s'appelait l'indépendance. Nous brisons enfin nos chaînes. Il y avait une ambiance exceptionnelle qui traversait tout le pays. Il y avait des espoirs multiples. Des possibles étaient attendus. Et ce que je viens de décrire là, je pense qu'il y a des aînés qui ont vécu ça. Mais 64 ans après, toute cette ambiance a disparu. Notre combat, la rencontre de ce jour, le 29 mars 2025, a pour dessein d'activer, d'implémenter ces périodes d'espoir, de grande utopie et surtout, de susciter l'adhésion des Congolaises et des Congolais à un projet commun à construire. Mes chers compatriotes, pourtant l'espoir était permis. Au Congo hier, il y a 64 ans, tout avait si bien commencé. Au lendemain des indépendances, nous chantions l'hymne à la joie. 90% des enfants étaient scolarisés. Les entreprises d'État produisaient et résorbaient le chômage. Au Congo hier, nous avons organisé les premiers Jeux africains, les semaines culturelles, créé l'école nationale normale d'Afrique centrale. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations 72 et celle des clubs champions avec le club athlétique Renaissance Aiglon Cara en 74. Hier toujours, nous avions des fontaines publiques et gratuites pour l'eau potable et des dispensaires pour des soins. Je vous fais rire. Les bantous de la capitale. Pour les aînés, Negro Band, Circuit Diaz, Cinzano Kotoko, SBB, les groupes amateurs rythmaient ces moments au bar Feignon et ailleurs. La littérature congolaise, souvenons-nous, il faudrait que les jeunes aujourd'hui le comprennent. La littérature congolaise se distinguait dans le monde à travers Jean Malonga, Létébé Mbili, Tikaya Boutonsi. La République du Congo, le Congo que vous voyez, était en première ligne, mais aussi la base arrière des mouvements de lutte contre le colonialisme et toute forme de domination. Tous ceux qui venaient au Congo, mes chers amis, en tourisme ou au voyage d'affaires, chantaient les louanges de ce beau pays. Tous disaient que le Congo était un pays de rêve. Nous vivions tous ce rêve éveillé, d'autant plus que nous connaissons que le pétrole allait couler à flot. Marie-Bois disait, nous en avons porté la main d'œuvre. Et M. Denis Sassou disait, l'autosuffisance alimentaire en l'an 2000. Ça, c'était l'espoir. Et puis il va la conférence nationale. C'était le sursaut d'espoir. La conférence nationale, organisée du 25 février au 10 juin 1991, avait impulsé le pays dans la voie de la démocratisation, en soldant les contentieux historiques relatifs
aux multiples violences subies par le peuple congolais. Ce processus démocratique enclenché en 1990 s'est heurté, malheureusement, au coup de butoir des réseaux de la France-Afrique, auxquels se sont greffés, il faut le dire, le souligner, l'irresponsabilité de la classe politique et surtout les consensus historiques non soldés, ainsi que l'imposture ethnocentriste. Mes chers compatriotes, notre pays va mal. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, moins de 10% de la population puisse posséder 90% des richesses nationales en laissant aux autres la misère en partage. C'est tout aussi inadmissible qu'aujourd'hui, tous les secteurs de l'enseignement public soient sinistrés, qu'il est impossible à des jeunes bacheliers de l'intérieur du pays d'accéder aux études supérieures par manque d'université dans la région. Il est par ailleurs inadmissible que de très jeunes enfants puissent errer dans nos villes, sans que cela ne préoccupe les pouvoirs publics censés veiller à leur éducation, à leur insertion professionnelle, leur bien-être, d'où, entre autres, les phénomènes de bébés noirs, Koulouna et autres. Il est inadmissible d'entendre dire, de constater, de subir le dénouement dans lequel se trouvent nos services de santé. Il est inadmissible de vivre avec une force publique incapable d'assumer pleinement la mission républicaine, parce que cette force publique est transformée en levier répressif au service du pouvoir. Il est inadmissible, voire criminel, de faire de notre pays le pays le plus endetté par tête d'habitants, de faire payer aux générations futures le fardeau d'une dette soulignée en rouge, odieuse. Voilà autant de choses inadmissibles que font que le Congo aujourd'hui, dans un sinistre total, accentué par une administration corrompue, vivifiant et entretenant cet état de fait. Tout cela se faisant, bien sûr, au détriment de la majorité du peuple, obligé de se réfugier dans la religion, qui n'est plus seulement l'opium du peuple, mais la vitamine de ce même peuple. La religion les nourrit, les habite, rythme leur vie, leur désespoir, leur espoir, les obligeant à négocier en permanence avec les anges. Ce climat de misère est accompagné par certains évêques, il faut le souligner, pasteurs, imams, voire des gourous qui ont tourné le dos à la théologie de la libération. Un courant de pensée théologique chrétienne venu d'Amérique latine, suivi d'un mouvement sociopolitique visant à rendre la dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en les libérant d'intolérables conditions de vie. Au Congo-Brazzaville aujourd'hui, mon voisin est devenu mon ennemi. Les politiques sont devenus nos bourreaux. Le soupçon est partout. Un clan familial, les copains et les coquins ont fait même pas sur le pays. L'ambiance est la sinistrose. Tous nos jeunes veulent partir. 70% de ceux qui sortent de l'université n'ont qu'un rêve, un espoir, partir chercher leur pitance ailleurs. L'université a oublié ses missions, celle de répondre aux exigences du moment, de donner le goût de vie et d'entreprendre au Congo, de mobiliser la jeunesse, de solliciter toutes les intelligences pour pérenniser ses missions. Pour matérialiser ces hécatombes, parce que c'est une hécatombe, les dirigeants politiques ont privatisé l'État. D'aucuns disent même que l'État est devenu une épicerie familiale. Nous disons que l'État est un casino géant, un casino de jackpot est garanti à tous les coups, où l'on peut faire gagner les copains, les cousins, les neveux, les enfants, les maîtresses. Tout ce qu'ils veulent bien se nourrir sur la bête et regarder le reste du peuple crier famille. Mes chers compatriotes, il faut refonder la démocratie, retrouver la justice, construire la prospérité. Ce manifeste que nous sommes en train de lire a pour vocation de faire bouger les lignes.
il enclenche le temps du devoir et du sursaut patriotique. Ce manifeste, auquel on dit dans ça, professe que la liberté s'arrache, que nous devons nous réapproprier notre citoyenneté. Ce manifeste se propose de mettre en œuvre une dynamique de changement, comme a su le dire François Fanon. Chaque génération, en tout cas la mienne, elle n'est pas encore morte. Et la vôtre doit, dans une relative opacité, affronter sa mission. Ou on la remplit, ou on la traîne. La mission que nous avons en commun avec les acteurs politiques de la société civile, tels que rassemblés, les intellectuels, les individualités, les hommes de Dieu, bref, toutes les forces vives de la nation, essaient de redessiner les sphères politiques, socio-économiques et culturelles de notre époque pour un Congo libre, uni et prospère. Nous allons vous donner quelques déclinaisons de la feuille de route actuelle pour le changement, pour le processus de changement. Il nous semble nécessaire de rappeler que le Congo est une république, une indivisible, que son identité républicaine devrait se reposer sur la souveraineté populaire ainsi que l'intérêt général. Malheureusement, ces principes ont été dévoyés par des pratiques politiques et économiques d'un autre âge. Ces dévoiements ont eu des conséquences désastreuses au sein de notre peuple. Nos concitoyens ne se sentent désormais plus représentés par un système qui les marginalise. Pourtant, jamais les Congolais n'ont autant cherché à penser par eux-mêmes. Ils ne veulent plus d'hommes providentiels. Des hommes enclins à un pouvoir autocratique, narcissique, et qui n'ont pour limite que celle qu'ils veulent s'imposer eux-mêmes. Devant ces hommes, qui ont l'effectivité de le pouvoir. Les contre-pouvoirs doivent disparaître. Les opinions divergentes, comme les nôtres, comme la mienne, doivent au contraire se taire à jamais. Dans ces conditions, comment participer à des élections qui sous-entendent en fait la programmation consciente ou inconsciente d'une crise politique, sécuritaire et socio-économique? Pourquoi? Parce que faute de prérequis universellement admis pour des élections libres, justes, équitables et transparentes. Quels sont ces prérequis pour une élection équitablement libre et autres? C'est un fichier électoral fiable, une biométrie, le vote de la diaspora, une commission électorale véritablement indépendante, la neutralité de la force publique et l'inclusivité des élections. En résumé, l'agenda politique électoral que tente de dérouler insidieusement le régime de Brazzaville, et ça je le souligne, porte les germes de violence, donc fondamentalement criminogène. Deuxième élément, pour nous, la libération des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okomi Salissa, président de l'IDC, l'Initiative pour la démocratie au Congo, tous deux, anciens candidats au soutien présidentiel de 2016, s'imposent comme une exigence de cohésion nationale. Pour nous, la convocation d'une concertation nationale inclusive pour sortir de l'impasse, tracer les contours d'une transition réparatrice découlant d'un compromis politique historique, première alternative, susceptible de conjurer, j'ai dit tantôt, le risque manifeste d'une déflagration nationale. Cette transition réparatrice qui aura pour tâche, j'aime bien l'expression de nos jeunes, d'implémenter, de bâtir un projet commun pour la renaissance du Congo. On a commencé à voir quelques indices tout à l'heure. Ainsi, le peuple va retrouver sa liberté qui est confisquée. Une prospérité partagée et ayant pour fondement une justice équitable, l'accès à l'eau, l'électricité, les transports et le logement pour tous, l'accès à l'éducation et la santé pour tous, l'accès à l'emploi et la sécurité pour tous. C'est pourquoi
pour amorcer le changement tant attendu par les Congolais. La dynamique citoyenne propose, PRC en sigle, propose des orientations stratégiques et programmatiques suivantes. Nous proposons, parce que nous sommes un projet, on a besoin de tout le monde. Je ne suis le président de nulle part. Je ne suis que le coordonnateur. Je ne suis que, j'aime cette expression. C'est mon cadet Gabi qui m'appelle Baoba, mais moi je me présente comme le chef de la meute. Donc, ces orientations stratégiques, nous allons vous les déclarer, les publier, les citer en quelques phrases. Parce que nous sommes des gens responsables. Et on estime qu'en face, il y a des gens rationnels. Nous leur proposons ceci. Nous allons saisir les essences internationales. L'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, l'OIF, le Saint-Siège, ainsi que tous les partenaires bilatéraux du Congo sur la situation de la République du Congo actuellement. Nous allons adresser un mémorandum auprès de tous nos partenaires multilatéraux et bilatéraux de la République du Congo, bien entendu. Et bien entendu, nous avons proposé, nous avons implémenté la création d'un comité de liaison avec toutes les forces vives de la nation afin, je le souligne en rouge, de définir dès à présent des actions communes de sensibilisation et de mobilisation pour faire bouger les lignes. Mes chers compatriotes, ce manifeste appelle à l'action. Celles et ceux qui sont prêts à relever le défi de la renaissance du Congo. Il est temps de faire des choix essentiels pour notre avenir, pour l'avenir du Congo, l'avenir des Congolaises et des Congolais. Mes chers compatriotes, ce manifeste est un cri en direction du peuple congolais. Un peuple qui a toujours su se redresser et dire non devant les injustices et la servitude volontaire. Il a suffisamment montré notre peuple tout au long de son histoire, une histoire à la dynamique, que la dynamique citoyenne, notre dynamique se propose de poursuivre avec les Congolais dans le cadre d'un pacte républicain scellé selon nos us et coutumes. Enfin, notre combat est de mettre les Congolaises et les Congolais au cœur de notre action citoyenne et politique. Le temps des devoirs est arrivé. Le sursaut patriotique s'impose. En tout cas, au nom de toute la coordination de la dynamique projet commun pour la renaissance du Congo, je vous remercie.